Nous souhaitons Juma Moubarak à tous les musulmans qui nous regardent présentement. Bonne prière de vendredi. Et on souhaite aussi, voilà, toujours bonne suite de temps de carême pour les fidèles chrétiens. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi sur la liberté religieuse avec Nababou Algadou Dawilgue qui est en même temps président d'associations qui œuvrent pour la tolérance religieuse. Sur ce plateau, à travers la rubrique invité du jour, nous allons faire avoir sa lecture concernant la liberté, la loi, l'avant-projet de loi sur la liberté religieuse. On recevra également des annonceurs sur ce plateau. Et puis, vous le savez, en fin d'émission, Honoré Onadia vient pour nous donner les rendez-vous du week-end. Fidèles téléspectateurs, bienvenue encore à Bonjour le Faso. Nous démarrons l'aventure tout de suite et maintenant et direction Laongo pour démarrer. Nous sommes installés à Laongo pour la rubrique à la découverte 2. Donc, on va poursuivre avec les témoignages. On y va, on regarde, on écoute et puis on revient pour la suite. Je m'appelle Martial Sofoni Tchetnia, je suis du Cameroun et pour moi c'est un plaisir d'être par ici sur ce site de Lango qui est un site par excellence du Burkina Faso. C'est la deuxième fois que je visite ce site et il faut dire que c'est un site, comme je l'ai dit, d'une réputation internationale. C'est un site qui n'appartient pas qu'au Burkina mais au monde entier, d'où les gens viennent d'ailleurs pour sculpter et déposer leur savoir-faire sur le granit. Donc pour moi ce site est d'une beauté assez particulière et qui devrait être préservé pour des générations futures. Je ne pouvais pas être au Burkina sans passer par Lango. C'est un site, comme je l'ai dit, qui marque déjà d'entrée en matière le premier visiteur lorsqu'il arrive sur Ouagadougou, c'est-à-dire au Burkina. C'est un passage obligé qui nous amène à découvrir ce sur quoi les gens viennent justement chaque 2 ans travailler de leur savoir. Je m'appelle Julie Chiangong, je suis le CEO de Nellitos and Travel. C'est ma première fois d'être ici et je suis très content d'avoir quelque chose comme ça. Nous, au Cameroun, on a des granites comme ça, mais ça ne nous dit rien. On utilise ça pour construire les maisons, mais quand on met en valeur comme ça, vraiment c'est intéressant. Et moi, je souhaiterais que les Burkinabés eux-mêmes visitent ce site. Et c'est un site international parce que les artistes viennent de partout pour faire les trucs ici. Moi, je pense que je vais aussi faire une petite publicité au Cameroun pour les artistes camerounaises parce qu'on en a beaucoup. S'ils peuvent aussi faire un passage ici pour sculpter quelque chose, ça sera bien. Je m'appelle Mamadou Goueta de l'agence de voyage Continentour au Mali. Je dois dire déjà que ce n'est pas ma première fois à Lango, c'est ma deuxième fois. J'étais là en 2024 et nous envoyons aussi des touristes étrangers qui viennent ici visiter. Donc moi-même je suis encore vraiment pour connaître plus le site et vraiment pouvoir le vendre à nos clients. Non, vraiment c'est un grand plaisir encore vraiment d'être là et de voir que vraiment il y a plusieurs acteurs artistiques qui sont passés par là donc pour vraiment mettre le site en valeur. Donc je suis très content et vraiment je compte envoyer plus de personnes ici, plus de touristes ici. Oui, Naïmatou Sérémé, je suis la promotrice de GP Travel, une agence de promotion touristique et des voyages. Nous avons eu à visiter plusieurs œuvres réalisées par des artistes un peu partout dans le monde. Alors, c'est des représentations qui font parler de ce qu'on vit quotidiennement dans la société. Et c'est très impressionnant. Oui, j'invite tous les Burkinabés à vraiment s'intéresser à notre tourisme interne. On n'a pas besoin d'aller à Dubaï ou en Chine pour vivre vraiment des expériences uniques. On a tout chez nous.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Et de retour sur ce plateau, cette fois-ci, je vous donne lecture des titres des différents journaux. On part pour revue de presse de ce matin et nous débutons par l'Express du Faso, ce quotidien bobolais qui affiche à sa une Journée nationale d'engagement patriotique. Le contenu de nos assiettes constitue un enjeu majeur de souveraineté. Dans la rubrique Autant le dire de l'Express, on peut lire Patriotisme alimentaire, produisons suffisamment et moins cher d'abord. Garnison de Bobo du Lasso, 2,5 km pour renforcer l'unité entre FDS et civils. Commerce ambulant, grâce à ça, mon chiffre d'affaires a grimpé. Vrai ou faux, chute de Pala, naissance du tout premier bébé. Visite du DG de la Sofitex à Solenzo, le personnel invité à s'inscrire dans la nouvelle vision de la société. Et l'Express du Faso rappelle que pour la SNC Bobo 2026, c'est jour J-29. Nous passons à présent au quotidien d'État citoyen qui affiche à sa une ce matin, Journée nationale d'engagement patriotique et de participation citoyenne, les Burkinabés invités au patriotisme dans leur assiette. On peut lire toujours Conseil des ministres, compte rendu des travaux du jeudi 26 mars 2026. Solidarité sanitaire des ministres africains de la Santé partage la vision du capitaine Ibrahim Traoré. Chronique Consommons burkinabé. À présent, le quotidien. Le quotidien affiche à sa une ce matin lancement de la 3e édition des JPPC. L'impérialisme est également présent dans nos assiettes. Les Burkinabés invités au patriotisme dans les assiettes. On peut lire également le compte-rendu du Conseil des ministres dans le quotidien d'aujourd'hui. Renforcement du système sanitaire burkinabé, l'OMS remet un important lot de matériel au ministère de la Santé. Présidence du Faso, des ministres africains de la Santé partagent la vision d'une solidarité sanitaire du capitaine Ibrahim Traoré. Match amical Burkina face Guinée-Bissau, la première d'Amir Abdou contre les Djurtous ce samedi. On passe à présent au doyen des quotidiens privés, l'Observateur Palga, qui affiche également Journée d'engagement patriotique, Journée nationale d'engagement patriotique. La souveraineté passe aussi par nos assiettes. Dans une lettre pour l'Aïe de l'Obs ce matin, on peut lire verdict aujourd'hui du procès Téhéran 2. TGI Ouaga, une dame victime de sa cupidité. Première naissance au CHU de Pala. Burkina Faso, Guinée-Bissau, les étalons à la reconquête de leur public.
La traite des Africains, pire crime contre l'humanité. Maintenant, on fait quoi, Monsieur Guterres? Intelligence de la foi, le paradoxe de la croix, folie et sagesse. Et pour finir avec le titre de l'Observateur Palga, comité mixte paritaire Burkina, Royaume de Belgique, un outil stratégique pour un État fort et souverain. On termine la lecture des journaux avec notamment Le Pays. Le journal Le Pays affiche à sa une ce matin vente de voitures et motos électriques au Burkina, un secteur en plein essor qui fait face à de nombreux défis. Mémorial du temps, les conséquences des grandes découvertes pour le commerce. Mystère chichique et spirituel, chaque matin, en vous réveillant après la prière, déposez dans votre esprit des pensées de prospérité, de succès. Pot-pourri du journal Le Pays affiche ceci. Procès Yaké Camille et autres, le verdict attendu aujourd'hui. Région du Bangui, un préfet mis à pied pour absence répétée. On peut lire également Semaine de Poko, comment être un modèle pour son enfant. Conseil des ministres, création de l'Agence burkinabé de l'investissement et de la promotion des exportations. Le Pays affiche également Journée nationale d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Le président du Faso appelle à une guerre contre la dépendance alimentaire. L'ambassadeur de Chine aux journalistes des éditions Le Pays, vous êtes intelligents, vous êtes les yeux et les oreilles de la société. C'est le dernier titre du journal Le Pays. C'est d'ailleurs le dernier titre pour ce qui concerne la revue de presse de ce matin. Alors, on vous invite à vos kiosques à journaux pour découvrir ces différents articles. Pour la suite, nous allons vous amener à la découverte des couleurs du temps. En tout cas, Ouagadougou a eu cette grâce-là d'avoir une pluie qui nous permet quand même de baisser la température. Société IP+, vous offre la météo des affaires.
météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problem water yella yella zunzande water zunzande ohaka Kumne. Ha? Lamba mam yelle. Ya bu yelle. Ko jukandi gidala. Bab du mam dugunda zikar ko ni kam ko mam geng dugum bumi bugola zikar ko bugola kam ko ke. Oh bab tuma fo. Tu fa jeng boutique ko antira sikar kwaba. Kama kwaba. Tu faut tita nyagam ligidi an kami bugola sikra ligidi bugola kama ligidi. Namba mama. Woto bala. La passe kunkum moi. Sim. Wa ke jeng boutique ko ya. Tum nan kun fo kama ne sikara ya. Ti ko baba. Namba mama ni nyanga mataba namba mama. Ko en wati kengi. Ha? Fona yel sa kan kumu pam sikra. Abi wuj ko men kumu. Kumu. Ya rokom.
Dans la rubrique invité du jour aujourd'hui, nous parlons de l'avant-projet de loi sur les libertés religieuses au Burkina Faso. On en parle ce matin pour parler de ce sujet, M. Issaka Sourouerma à l'état civil et Naba Boalga de Daouelgue. Alors, je rappelle que notre invité est le président de l'Association pour la tolérance religieuse et le dialogue intercommunautaire. Il est également ancien ministre des Affaires religieuses et coutumières. Bonjour à vous. Oui, bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Voilà, merci de me recevoir. Déjà, avant de parler du sujet, rappelez-nous les motivations de la création de votre association qui œuvre pour la tolérance religieuse et le dialogue intercommunautaire. Merci, mais il faut rappeler que notre association s'appelle Association pour la tolérance religieuse et le dialogue intercommunautaire. Elle est en fait l'héritière d'une association un peu plus vieille qui est née en 2006 et qui s'appelait l'Association pour la non-violence active. Alors, cela veut dire qu'en réalité, il est inscrit dans nos préoccupations depuis bien longtemps, c'est-à-dire quand je dis nous, ce sont des amis, des camarades et moi. Donc il est inscrit dans nos préoccupations le fait que chacun doit nécessairement travailler pour renforcer la cohésion sociale, pour promouvoir en fait le vivre ensemble, parce que ce n'est jamais quelque chose d'acquis de façon définitive. Et comme vous le savez déjà en 2006, dans les années 2000, je crois, de 2000 à 2010, alors le pays a connu beaucoup de soubresauts sur le plan politique, sur le plan militaire, et c'est ça qui nous a interpellés. Maintenant, avec naturellement la nouvelle donne, qui est la situation sécuritaire assez difficile du pays, alors on a transformé cette association en tenant compte des thématiques, des problématiques et des préoccupations des Burkinabés pour en faire, n'est-ce pas, un outil de promotion de la tolérance religieuse et du dialogue intercommunautaire. L'objectif principal en fait de cette association, c'est de promouvoir en fait la cohésion sociale à travers des actions concrètes allant dans le sens, n'est-ce pas, de la promotion de la tolérance religieuse et du dialogue intercommunautaire sans lesquels il va être difficile pour nous de vivre dans une société paisible et pacifique. Vous parlez vous dites à travers des activités. Est-ce à dire que vous partez à la rencontre des populations à la base? Par quoi? Des rencontres, des conférences? Comment ça se passe concrètement? Alors, il faut dire que nous avons commencé par des déclarations, par exemple sur des problèmes liés à la religion, liés en fait au rapport entre les différents groupes socio-ethniques du Burkina, d'abord pour nous faire connaître, et ensuite nous sommes allés, grâce au soutien de certains partenaires internationaux et nationaux, l'organisation des séminaires par exemple, donc la formation des leaders par exemple religieux, des leaders coutumiers, et indépendamment de cela, nous sommes présents, n'est-ce pas, sur les anciennes 13 régions du Burkina. Pour les 4 nouvelles, on est en train de réfléchir pour voir comment installer des points focaux. Et justement, si les moyens nous permettent plus tard, on installe alors des cellules dans les différentes régions. Cela nous permet en fait un maillage, bon, peut-être pas total, mais en tout cas un maillage suffisamment efficace du territoire national, et même dans les zones, dans les régions à fort défi sécuritaire, nous avons des cellules ou des points focaux qui, de par leur notoriété, parce que c'est des leaders d'opinion qui sont reconnus pour leur tempérance, pour leur tolérance et pour leur façon positive de voir en fait les choses, peuvent en tout cas se mouvoir sans trop de difficultés et prendre contact avec les différents acteurs. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de dire merci à Savane TV qui nous a reçus plusieurs fois pour que nous parlions effectivement de l'association, ce qui nous a aussi aidé à entrer en interaction avec des partenaires techniques pour renforcer nos capacités du point de vue de connaissances et pour également avoir des moyens matériels et financiers de manière à conduire avec efficacité nos activités. Et un sujet d'actualité, je le disais en vous présentant, vous êtes également chef traditionnel puisque vous êtes Naba Boalga de Daouelgue. Et ce sujet-là concerne les chefs traditionnels. Il s'agit, il faut se rappeler, le 14 janvier 2026 à l'Assemblée
législative de transition, l'adoption de la loi portant statut de la chefferie coutumière et traditionnelle. L'un des points, en tout cas, éloigne les chefs traditionnels de la politique partisane. L'autre point également, leur consacre des compétences dans le règlement de conflits. Votre lecture de cette loi? Pour moi, c'est une lecture positive parce que vous savez que la chefferie traditionnelle et coutumière, ou la chefferie coutumière et traditionnelle, pour reprendre en fait l'expression telle qu'elle a été employée dans les règles de droit que sont la loi et puis les différents décrets, vous savez que la chefferie coutumière et traditionnelle a toujours participé, aussi bien au niveau local dans les villages, que par exemple au niveau national, également à un niveau intermédiaire comme ce qu'on appelle les cantons, même si c'est une circonscription administrative qui n'existe plus et qui date un peu de la colonisation et du lendemain en fait de la colonisation. Alors donc on peut dire qu'à ce niveau-là, les chefs coutumiers et traditionnels participaient déjà à prévenir, à gérer et à résoudre, n'est-ce pas, les conflits. Alors qu'aujourd'hui, l'État estime qu'il est nécessaire de doter à cette chefferie coutumière et traditionnelle une règle de droit de rang législatif pour justement la reconnaître dans le paysage institutionnel du Burkina, c'est une bonne chose et ça vient renforcer la légitimité déjà des chefs coutumiers et traditionnels. Mais il faut dire que cette loi, en réalité, ne date pas d'aujourd'hui. Enfin, du moins, les réflexions autour de l'encadrement juridique de la chefferie coutumière et traditionnelle ne datent pas d'aujourd'hui. Donc, même depuis la colonisation, en fait, c'était une préoccupation. Et les différents régimes qui se sont succédés, même s'il y en a qui n'en ont pas fait une préoccupation en termes de réflexion écrite ou formelle, ils ont essayé d'avoir avec les chefs coutumiers et traditionnels des rapports, à l'exception bien sûr de la révolution démocratique et populaire, où la rupture était en fait nette et totale. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, en le faisant, les autorités prennent en compte non seulement la nécessité juridique d'encadrer des outils qui ont donné leur preuve même en travaillant à résoudre des crises à l'échelle nationale. Et là, moi, je n'ai pas besoin de citer d'exemples. Vous avez tout ça en mémoire. Mais également des gens qui, à l'échelle locale, pensaient qu'il était important de reconnaître, par exemple, à cette chefferie coutumière et traditionnelle, justement le travail qu'elle fait, d'ailleurs, pour aider l'État, pour accompagner l'État dans la gouvernance paisible, par exemple, du pays. Donc, qu'on le fasse aujourd'hui, il faut se dire que c'est en fait la capitalisation de toutes les péripéties que le pays a connues en matière de relations entre l'État et la chefferie coutumière et traditionnelle. C'est l'aboutissement aujourd'hui et je crois que il faut apprécier l'acte du gouvernement actuel, mais il ne faut pas oublier également de rendre hommage à tous ceux qui, peu ou prou, avant ou maintenant, ont travaillé à ce que ce soit aujourd'hui une réalité. Autre actualité, on va dire plus récente, c'est notamment l'avant-projet de loi portant liberté religieuse que le gouvernement s'apprête à poser sur la table de l'Assemblée législative de transition. Que pensez-vous de cet avant-projet de loi? Ce que je vais dire doit être fortement relativisé parce que ce n'est qu'un projet de loi. Peut-être qu'il faudrait dire que c'est juste un projet de loi. Parce que quand on dit que ce n'est qu'un projet de loi, ça peut avoir des connotations péjoratives. Ça veut dire, ça ne vaut pas grand-chose. Or, en réalité, si vous regardez l'histoire de l'écriture, par exemple, de ce projet de loi, vous verrez qu'il y a beaucoup de compétences, aussi bien étatiques, aussi bien religieuses, et aussi bien de la société civile, qui ont contribué. Donc, il ne faut pas, en réalité, minimiser ce document-là. Donc, c'est juste un projet de loi, et entre un projet de loi et puis l'adoption, n'est-ce pas, de ce projet qui va le transformer en loi, et le chemin peut être long. Quand je dis long,
Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Oui, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, bon, puisque les concertations ou les discussions continuent. Je ne veux pour exemple que la loi portant statut de la chefferie traditionnelle et coutumière, bon, alors, donc je dois être reconnaissant vis-à-vis de mes supérieurs hiérarchiques coutumiers qui m'avaient effectivement désigné pour aller faire une communication au profit donc, de la Commission des affaires générales institutionnelles et des droits humains, n'est-ce pas, de l'ALT. Et donc, il y a certains éléments que nous avons développés et qui ont été pris en compte. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est un projet de loi. Alors donc, il faut relativiser ce que je vais dire. Et il y a peut-être que tous les citoyens également qui s'expriment sur le sujet, il y a aussi lieu de les comprendre, mais de se dire simplement que c'est un projet de loi et que ce n'est pas perdu. Bon, indépendamment de cela, bon, il faut noter que ce document-là, pour moi, est important parce que ça vient enrichir, n'est-ce pas, le paysage d'abord de l'ordonnancement juridique donc du Burkina. Bon, ça vient également, comme dans le cas de la chefferie coutumière et traditionnelle, définir les droits et les devoirs et de l'État, bon, et des acteurs religieux, et on peut se référer par exemple à ce document-là, à cette loi-là, bon, pour non pas forcément non pas forcément dans un sens répressif, mais aussi dans un sens pédagogique. Alors, et donc, parce que c'est ça qui est le plus important, et quand vous mettez ça en relation, par exemple, avec ce qui s'est passé lors des 2 précédentes éditions de la journée des traditions et des coutumes, bon, on se dit qu'il faut mettre ça en lien, bon, et puis essayer, et puis dire aux acteurs, par exemple, religieux en général, et les acteurs de la religion traditionnelle et coutumière en particulier, de la religion traditionnelle en particulier, de regarder peut-être les dispositions de cette loi, bon, dont l'adoption, je l'espère, bon, ça va être fait dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, alors de telle sorte que ce qu'ils vont dire ne soit pas en contradiction, n'est-ce pas, avec cette loi, parce que c'est désobligeant, même pour des autorités, de réprimer quelqu'un parce qu'il s'est exprimé. Mais si on est obligé de le faire, bon, on ne peut pas ne pas le faire. Donc, je me dis que ça, c'est important. Il faut peut-être ajouter qu'en termes de force, si je puis dire ainsi, oui. Les forces. Voilà, les forces. Après, on parlera des faiblesses aussi. Donc, voilà. Je vous laisse aller avec les. D'accord, merci. Je pense qu'en termes de force, il faut dire qu'il y a la protection en fait, des droits fondamentaux qui sont garantis par ce projet de loi. Et je pense que quand on parle des droits fondamentaux, il y a par exemple les droits en matière, par exemple, de croyance. Bon, on ne le dit pas souvent, mais il faut le noter. Il y a également. Il y a la croyance, mais il y a aussi la pratique, n'est-ce pas, des cultes, la pratique des religions. Donc, il ne s'agit pas seulement d'accorder des droits en matière de croyance. Encore faut-il que les gens on les reconnaisse dans la pratique, en fait, de leur foi. Donc, je pense que c'est une force qu'il faut relever de mon point de vue. Et je pense aussi que ça renforce la cohésion sociale dans le principe. Donc ça renforce la cohésion sociale pour la simple et bonne raison que entre les pratiquants, par exemple, des différentes religions, on sait plus ou moins quel rapport on doit entretenir avec X, par exemple, ou Y. C'est vrai que déjà, ça existe au Burkina. Et si ça n'existait pas, je pense que ceux qui nous attaquent aujourd'hui, nous auraient déjà vaincus. Mais ça veut dire qu'il y a ce fil-là qui existe, il y a cette dynamique qui existe, mais qu'il faut renforcer du point de vue juridique et du point de vue de la pratique. Il faut ajouter que ça permet, n'est-ce pas, de prévoir, par exemple, de prévenir, j'allais dire, la radicalisation, par exemple, et l'extrémisme, par exemple, violent. Bon, sur une base, par exemple, juridique. Quand on le dit, il ne faut pas voir des religions en particulier, parce que toutes les religions, en fonction des interprétations qu'on fait, soit des traditions, soit de leurs principes consignés dans les Saintes Écritures, toutes les religions comportent des aspects dont les interprétations
mais peuvent effectivement menacer le vivre ensemble. Et vous le savez très bien, que ce soit par exemple à partir de la Bible, si on prend le cas de l'Ouganda dans les années 80, où la prêtresse Alice Lakwena voulait qu'on impose les 10 commandements comme des temps bibliques à l'époque, et bien évidemment, il y a eu des atteintes aux droits humains, on a coupé des bras, on a décapité des gens, etc. sur cette base. Donc, aucune religion n'a le monopole de la violence. Et dans l'histoire, évidemment, tantôt ça a été telle religion, tantôt ça a été telle autre, mais elles sont toutes, de mon point de vue, logées à la même enseigne. Il faut aussi dire que ce projet de loi-là permet par exemple de clarifier le rôle de l'État et de définir le rôle de celui-ci là, par exemple, avec ces relations avec les organisations religieuses. Donc je pense que, et ça renforce, n'est-ce pas, la neutralité de l'État. Quand on parle de la neutralité de l'État, bon, il ne faut pas voir ça de façon négative, parce que la neutralité, n'est-ce pas, peut-être consiste à ne pas s'immiscer dans les affaires des religions, etc. Donc ça peut être positif, et ce n'est pas une neutralité exclusive. Ce n'est pas à la Ponce Pilate, alors je m'en lave les mains, et puis, bon, voilà, le reste, ça ne me regarde pas, mais ce n'est pas non plus le rôle, par exemple, du gendarme qui est chargé de régenter, bon, donc du mauvais gendarme, j'allais dire, parce qu'en soi, la gendarmerie, c'est une bonne chose. D'accord. Alors, donc, d'imposer des choses qui ne sont pas. Donc, maintenant, parce que si vous regardez, c'est une neutralité inclusive, c'est peut-être une laïcité inclusive, je pense qu'on va revenir sur ce concept. Maintenant, les faiblesses, bon, est-ce que ce sont des faiblesses ou des limites en tout cas des défis. Des défis à relever. Comme vous l'avez dit en début d'entretien, pour vous, c'est vraiment l'étape où aussi les réflexions peuvent concourir à améliorer s'il le faut. Donc, c'est l'occasion aussi de donner pour vous quels sont les défis à relever ou sinon les limites ou les faiblesses. En tout cas, c'est selon. Alors, bon, ce que moi je vais dire, c'est ce que j'ai aussi entendu ici et là, et je vais donner également mon point de vue. Je vois que, par exemple, les limites, c'est que, par exemple, certaines dispositions, parce que ce que j'ai dit là, ce sont des bribes que j'ai vues ici et là, ça peut ne pas être exact, et c'est des extraits ou c'est des allusions. Donc, il faut relativiser en attendant, n'est-ce pas, l'adoption de la loi en question. Il faut dire qu'à l'étape actuelle, on n'a même pas une grande communication sur voilà, sur on n'a pas loi, le document. Voilà, c'est ça. Donc, sur cette base-là, bon, peut-être qu'il faut nous pardonner. Bon, il faut me pardonner si je dis des choses qui peuvent ne pas faire plaisir, bon, ou des choses totalement erronées. Donc, mais bon... on dit que l'erreur est humaine. Hein. Bon, donc, pour l'instant, donc je pense que ce que moi je vais dire, c'est que certaines dispositions, par exemple, peuvent aller écouter ce que les gens disent, paraître un peu trop restrictives. Parce que les procédures, par exemple, administratives, bon, pour pratiquer le culte, pour construire un lieu de culte, etc., peuvent paraître lourds. Alors, et le contrôle aussi peut être excessif. Même si on peut comprendre que dans un contexte comme celui du Burkina, l'État, plus qu'hier, doit faire preuve de plus de vigilance. Bon, peut-être que ces inquiétudes ou ces préoccupations-là devraient en fait être prises en compte. Et de mon point de vue, c'est ça, quoi. Alors, il faut aussi dire qu'il y a la nécessité de clarifier un certain nombre de choses du point de vue conceptuel. Il y a par exemple, de mon point de vue, quand on parle de l'ordre public. Bon, ça peut être... bon, chacun peut voir l'ordre public à sa porte. Hein. Les dimensions, les contours peuvent être variables. Donc, si on donnait les contours définitionnels précis à cette expression conceptuelle qu'est l'ordre public, cela, en fait, nous permettrait en fait, de comprendre les choses et de savoir, même si on n'est pas d'accord, que voilà ce que dit la loi, même si on n'est pas d'accord, c'est la loi, et puis, bon, la loi est dure, mais c'est quand même la loi. Mais donc, il faut apporter des éléments là-dessus. Quand on parle de bonnes mœurs aussi, il faut également peut-être évoquer ça, et puis dire, bon, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça contient, bon, comme signification. Ensuite, quand on parle de discours extrémistes,
il faut définir les discours, ce que c'est que le discours extrémiste. Et je pense que l'État, par rapport à toutes ces préoccupations-là, a des éléments pour le faire. Les éléments, c'est par exemple la stratégie nationale de cohésion sociale, c'est par exemple la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme, c'est par exemple la stratégie nationale de réconciliation. Alors, donc tout ça, et même le droit pénal, les différents textes, les différents types de lois, il y a des définitions. Donc peut-être qu'il faut extraire, ou en tout cas exploiter ces définitions-là, pour que les gens soient, en tout cas peut-être pas forcément rassurés, mais qui savent de quoi on parle, de manière à éviter de tomber dans des choses qui leur sont complètement étrangères et inconnues. Il faut également ajouter qu'il y a par exemple des difficultés d'application, n'est-ce pas, de cette loi-là, de cette loi, si elle est adoptée, peuvent survenir. Par exemple, la faible capacité, par exemple, de l'administration, donc il faut doter l'administration des moyens nécessaires pour faire son travail, mais qui doit être prioritairement pédagogique. Alors, donc, et accessoirement ou éventuellement répressif. Donc ça, il ne faut pas l'ignorer. L'État, c'est cela aussi. Il faut également ajouter que aujourd'hui, on fait face dans les zones à fort défi sécuritaire. Il peut y avoir des difficultés de mise en œuvre, par exemple, de cette loi. Alors, donc, je pense que les moyens pour contrôler efficacement et de façon équitable, n'est-ce pas, les structures religieuses, et pour terminer, la non prise en compte, par exemple, suffisante de certaines réalités, un peu locales. Par exemple, il y a des minorités religieuses qui sont là. Il faut qu'une réflexion soit menée à ce sujet. Voici les défis que je pouvais soulever. Merci bien. Ce qu'on a constaté déjà, c'est que ce texte suscite de la part de certains Burkinabés donc de la perplexité et d'autres ce sont des désapprobations. Pensez-vous que le gouvernement a eu raison de penser à cette loi, à cet avant-projet de loi? Un gouvernement légitime et légal dans ce contexte-là n'a fait que jouer en fait son rôle. Il a eu raison de le faire. On peut ne pas être d'accord avec certaines dispositions. On peut ne pas être d'accord avec certaines procédures. On peut peut-être se faire du mauvais sang parce que c'est X, parce que c'est Y, etc. Mais ça ne montre pas la légitimité, par exemple, du gouvernement. Ça ne montre pas sa légalité en termes, n'est-ce pas, de conception et d'adoption, par exemple, à l'ALT, de ce projet de loi-là. Mais est-ce que ça ne va pas créer aussi des divisions au sein de la population? Non, ça c'est possible. Mais c'est pas, on n'est pas encore à l'étape de la loi. On n'a pas adopté la loi. Et je vous ai dit précédemment qu'entre un projet de loi et puis l'adoption, n'est-ce pas, de la loi, beaucoup de choses, effectivement, peuvent se passer. Donc, par rapport aux citoyens qui s'expriment, moi, je pense que, dans le fond, c'est le reflet d'un dynamisme en matière, par exemple, de débat et au sein de la société. C'est, contrairement à ce que l'on peut penser, un dynamisme dans l'intérêt porté à la vie, par exemple, des croyants au Burkina. Donc, et je pense que personne, moi je n'ai pas entendu, n'a remis en cause le principe, n'est-ce pas, de l'initiation et de la rédaction de l'avant-projet de loi. Personne n'a remis en cause le principe du projet de loi. C'est le contenu, peut-être, c'est peut-être la manière. Alors, maintenant, ça aussi, peut-être qu'il faut que le gouvernement, et là, j'ai apprécié ce que la directrice générale des affaires religieuses, coutumières et traditionnelles a dit, Madame Sanogo Fanta, pour expliquer, Sanogo Mariam, excusez-moi, autant pour moi. Alors, donc, je pense que elle a donné des explications sur certains aspects. Alors, je crois que ça, c'est déjà un bon début. Mais peut-être qu'il en faudrait davantage, parce que ça, ce n'est qu'un des éléments. Maintenant, il faut aussi apprécier positivement, et j'ai été admiratif depuis bien longtemps, de l'attitude de réserve, de prudence des organisations fêtières, par exemple de croyants,
par exemple, à l'image, dans ce cas précis, de la Fédération des associations islamiques du Burkina, dont les premiers responsables se sont réunis. Alors, on discutait, mais on estimait certainement que, pour l'instant, bon, la réflexion se mène, il y aura probablement une position, une opinion dans ce sens, mais en réalité, c'est une certaine respectabilité qu'il faut reconnaître. Alors, mais contrairement à ce qu'on peut penser, les autres confessions religieuses, il y en a qui ont des choses à dire. Hein. Alors, et si vous écoutez, les autres confessions religieuses, même dans le contexte coutumier, alors j'en parlais tantôt, des minorités, par exemple, religieuses, parce qu'aujourd'hui, la religion traditionnelle africaine, et si on regarde les statistiques en tout cas, peut dire que c'est la religion minoritaire, par exemple, au Burkina, les gens ont des choses à dire. Donc, ce n'est pas seulement une seule confession religieuse, et dans cette dynamique-là, il faut reconnaître que les citoyens, si vous avez le sort, si vous détenez le sort de citoyens, des personnes entre vos mains, bon, il ne faut pas s'offusquer de ce que ces personnes-là peuvent dire. Il y en a qui sont de bonne foi, il y en a qui sont de mauvaise foi. Mais si vous, par exemple, moi je suis un chef traditionnel, et je pense qu'au village, il y a ces catégories de personnes, il faut essayer simplement de manager, d'écouter, et puis de voir et d'expliquer pour que les gens comprennent. Voilà. Vous avez parlé tantôt de la clarification de la directrice générale des affaires religieuses, Madame Mariam Sanogo, justement parce qu'on a vu le débat un peu que les Burkinabés ont amené sur les réseaux sociaux en plus. Certains pensent que la loi va par exemple empêcher les prières musulmanes qui se tiennent entre 13h30 et 14h ou entre 15h30 et 16h parce qu'ils sont toujours au service. On a vu que rapidement aussi la directrice a parlé justement aux éditions Sidoya et à la RTB pour clarifier et dire que ce n'est pas la prière qui est interdite dans les lieux de service, mais c'est donc le fait d'ériger l'espace de prière, par exemple une mosquée, une église, qui sera interdit. Moi, elle a apporté des éléments. Moi, ce que je peux dire, puisqu'elle connaît mieux le projet de loi, elle l'a vu, moi je ne l'ai pas vu. Mais je veux dire qu'il ne s'agit pas seulement des musulmans. En réalité, si vous prenez les chrétiens, qu'ils soient catholiques ou évangéliques ou protestants, mais les gens peuvent s'enfermer et puis prier. Et même s'il n'y a pas d'heure, par exemple, conventionnelle dans la journée pour la prière des chrétiens, de mon expérience en tout cas, pour ce que je sais, avec l'association et avec mon parcours, je sais qu'il y a des gens, à un moment donné, ça peut être midi, ça peut être une fois arrivé au bureau, etc. Ils s'enferment et puis ils prient. Bon, on ne les voit pas. Et donc, ça veut dire que en réalité, quand tout le monde, effectivement, si la directrice générale, comme la directrice générale a dit, moi je ne vois pas de problème. Moi je m'aligne simplement, c'est une autorité étatique, et moi je m'aligne sur ce qu'elle a dit, en attendant de voir, par exemple, la loi, quand elle sera effectivement adoptée. Mais moi, ce que je peux demander simplement à nos frères et sœurs, burkinabés, quel qu'ils soient, quelle que soit leur confession religieuse, c'est qu'après effectivement tous ces débats, il faudrait qu'on attende de la part du gouvernement davantage de communication et que les différentes fêtières religieuses également, si elles ont effectivement des points de vue à développer, qu'elles utilisent les voies qui sont celles effectivement qui participent du renforcement de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Donc je pense que si on aborde les questions de cette manière, on peut après tout ça s'enrichir ou capitaliser sur ce qui a été dit. C'est le moment des réflexions, d'après ce que vous dites. Ce qu'on constate, c'est que les Burkinabés ont toujours vécu ensemble avec ces différentes religions, mais vraiment dans la cohésion sociale. C'est au Burkina qu'on voit, par exemple, en temps de carême, des ruptures collectives, et même au sein des familles, c'est vraiment une habitude de voir dans la même famille plusieurs confessions religieuses. Ce qu'on se demande, est-ce que vraiment c'était le moment, est-ce que c'est le moment opportun de parler aujourd'hui de loi sur la liberté religieuse
en temps de lutte contre le terrorisme? Mais moi, je pense que oui, c'est même pour ça qu'il faut aussi cela. Maintenant, il faut être certainement suffisamment inclusif, bon, suffisamment prudent, suffisamment participatif. Sinon, c'est vraiment le moment. Et puisque dans le projet de loi, là, le souci, c'est de renforcer la cohésion sociale. Donc, en principe, bon, ça ne pose pas de problème. Par exemple, même dans le contexte traditionnel, ce que vous faites, c'est régi par la coutume. Et même si on doit changer la coutume, il y a des voies. Si vous prenez, par exemple, l'excision, aujourd'hui qui est proscrite légalement et légitimement, enfin, ça c'est mon point de vue, évidemment, il y a des sociétés qui ont été effectivement obligées de faire des sacrifices, par exemple des offrandes, etc., pour pouvoir abandonner l'excision. Donc c'est pour dire que, et là également, c'est comme adopter une autre loi. Bon, contre l'excision, c'est dans le contexte traditionnel, c'est ce que l'on peut dire. Donc aujourd'hui, c'est même un plus dans ce qui peut être fait, donc, et dans le renforcement des relations, n'est-ce pas, des différentes confessions religieuses ou des fidèles des différentes confessions religieuses, que ce soit dans un cadre familial, un cadre amical. Moi, je pense personnellement que ça renforce. Maintenant, la manière, le contenu, etc., ça ne remet pas en cause le principe. Vous êtes un spécialiste de la cohésion sociale, vous êtes socio-anthropologue, président d'association chef traditionnel et ancien ministre des Affaires religieuses et traditionnelles. À votre avis, que faut-il faire pour rassurer les Burkinabés au sujet de cette loi sur la liberté religieuse? Bon, expert, je n'en sais rien, mais en tout cas, je m'intéresse à ces questions-là. Alors, donc, bon, merci. Je pense que pour seulement rassurer les Burkinabés, on peut s'adosser sur nos valeurs partagées, que sont, par exemple, la tolérance, que sont, par exemple, l'inclusion, que sont l'inclusion, la participation, l'équité, etc., l'écoute, la tolérance, etc., etc. Je pense que ce sont des valeurs fondamentales partagées que nous avons au Burkina. Et par exemple, au niveau du gouvernement, ce que l'on peut dire, c'est qu'il est souhaitable d'écouter davantage de personnes. Je dis bien souhaitable, parce qu'il n'est pas tenu, effectivement, d'écouter. Il est légitime, il est légal. Mais, justement, en tant qu'autorité publique, eh bien, voilà, il est bon qu'il s'intéresse à ces questions-là et que les différents ou le maximum d'acteurs soient associés. Et au-delà des fêtières religieuses, là, des organisations de la société civile également soient écoutées. Et, par exemple, les universitaires également, que l'on puisse avoir leur voix. Alors, pas forcément pour en tenir compte, hein, mais quand on écoute, celui qui conseille n'est pas celui qui décide. Celui qui donne son avis n'est pas celui qui décide. Donc, mais en faisant cela, bon, tout le monde sait que, eh bien, on a été écouté, bon, le décideur a décidé, bon, on y va, bon, jusqu'à ce que, effectivement, la dynamique au sein de la société amène à changer ou à renforcer ou à réviser la règle de droit qui aurait été adoptée. On me signale que le temps est terminé, mais il faudrait qu'on vous entende sur la laïcité, parce qu'on avait évoqué ce concept de laïcité, souvent assimilé au concept de laïcité de la France. Est-ce qu'on est vraiment dans le même contexte? Comment il faut comprendre la laïcité? Bon, moi, je pense que j'ai entendu dire que, bon, la laïcité à la française, on a importé ça de la France, on a copié, etc. D'abord, il faut faire cette remarque. Il n'y a rien de mal à importer ou à copier. Mais il faut bien copier et il faut, comme disent les catholiques inculturés, comme disent les musulmans du sud du Maroc, il faut s'approprier et comme disent les protestants, il faut contextualiser. Ça, c'est clair. Donc, il n'y a pas de mal parce que ce que nous avons comme savoir, ce que nous avon comme connaissance, si ce n'est pas en fait, à l'intérieur du Burkina, qu'on a fait des recherches ou pour que nous acquérions ces connaissances-là, les faits sociaux ou la culture, soit vous avez emprunté chez l'autre, alors il y en a qui viennent du Ghana, je pense qu'ils sont venus avec des choses, alors, donc, soit vous avez inventé. Donc, en soi, ce n'est pas une nouvelle chose. Donc, il ne faut pas
diaboliser le fait d'avoir, par exemple, importé des choses ou copié des choses. Mais il faut bien copier. Ça, cette remarque étant faite, il faut dire que, par exemple, la laïcité, effectivement, de la France, à la française, c'est une laïcité qui est née avec la Révolution française et les rapports conflictuels que l'Église entretenait avec l'État. Et puis, bon, l'État a décidé, bon, il n'y a plus de rapport entre nous, bon, on n'en a rien à cirer. Mais en Allemagne, par exemple, ben, vous voyez qu'il y a même des impôts qui sont prélevés pour donner aux religieux, aux religions, là, aux responsables religieux, mais avec un contrôle, bien sûr, sur l'utilisation qui doit être faite. Et au Burkina, quand on n'a pas forcément copié, c'est la laïcité à la française que nous pratiquons. La preuve, l'État subventionne, par exemple, les fêtières religieuses dans certaines de leurs activités. On peut discuter sur l'équité dans la distribution de la subvention, mais il n'est pas possible de remettre en cause ça, parce que ça existe. Et puis, bon, dans les lois de finances, vous allez voir, bon, vous pouvez consulter et vous verrez très bien. Donc, peut-être qu'il faut davantage d'équité, peut-être qu'il faut davantage écouter. Alors, donc, et c'est ça qui est important. Pour terminer, je pense que la laïcité, là, c'est d'abord la neutralité de l'État à l'égard des différentes confessions religieuses. C'est ça qui est fondamental. Et c'est également le fait de garantir la liberté religieuse, la liberté de conscience et la liberté de croyance ou de non-croyance. C'est ça, simplement, la laïcité. Et donc, en fait, la séparation entre les institutions religieuses et les institutions publiques, c'est-à-dire étatiques. Merci beaucoup. On va devoir s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et merci d'être passé, on espère, pour la suite. Pourquoi pas, quand la loi sera votée, vous recevoir encore pour des analyses. C'est à vous de voir. Merci. Je rappelle que nous étions avec Naba Boalga de Daouilégué. À l'état civil, c'est M. Issa Kassorouema. Donc, je rappelle que il est le président de l'Association pour la tolérance religieuse et le dialogue intercommunautaire et par ailleurs ancien ministre des Affaires religieuses et coutumières. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. Marquons la petite pause et on revient avec d'autres invités. Savan TV, la télévision des nouvelles idées.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Et de retour sur ce plateau, cette fois-ci nous allons parler de formation, de conférences à venir avec notre invité. Nous sommes avec M. Ousmane Zongo. Il est le PDG donc, de l'entreprise intitulée Baobab Mine and Capital. Donc il faut dire que c'est l'ancienne entreprise dénommée Nema Academy. Vous connaissez M. Zongo sur ce plateau. Donc, bonjour et bienvenue, M. Zongo. Bonjour, madame. Bonjour à tous les téléspectateurs de Savan Media. Pourquoi vous avez changé le nom de votre entreprise? Oui, bon, le nom, c'est pas qu'on a changé. On avait voulu quand même mettre un nom qui colle un peu avec nos réalités, Nema ou bien Yambouékré. Mais malheureusement, au niveau de la maison de l'entreprise, ce nom-là ne passe pas. Voilà pourquoi nous avons cherché un autre nom qui encadre toujours. La vision reste toujours la même vision. C'est juste le nom seulement qui a changé. Donc, Baobab, Mind et Capital. Ça veut dire quoi? Oui, et ouais, quand vous voyez un peu, quand vous prenez Baobab, parce que notre vision, c'est de créer quelque chose qui va durer dans le temps et implanter une entreprise qui va faire vraiment, pourquoi pas, tout un siècle. Deuxièmement, quand vous prenez Mind, ça fait appel à l'intelligence, au cerveau. Capital, c'est tout ce qui est investissement, entrepreneuriat, l'actionnariat, tout ça. C'est vraiment votre domaine et c'est l'occasion justement de rappeler, M. Zongo, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans quel domaine? Quels sont vos services pour les téléspectateurs? Ok, il faut dire que moi je suis Ousmane Zongo. Tout d'abord, j'ai été un salarié j'ai fait plus de 10 ans de service dans le salariat. Et parallèlement, quand j'étais salarié, je faisais des business en ligne, je cherchais à comprendre beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de recherches et j'ai compris beaucoup de choses pendant que j'étais en fonction. Je travaillais parallèlement. Ça fait que, mais c'était en ligne. J'ai pratiquement 10 ans de service dans les business en ligne. Et par fini, j'ai compris beaucoup de choses. Parce que quand j'étais de service, j'ai eu des collègues, par exemple, qui ont atteint l'âge de la retraite, qui avaient des difficultés de partir à la retraite parce qu'ils n'ont pas préparé quelque chose. Comme j'ai fait les mines aussi, j'avais des collègues, malgré qu'ils travaillent, qu'ils ont des salaires, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Quand les gens voient quelqu'un qui dit qu'il travaille dans les mines, tout le monde veut aller travailler dans les mines parce qu'ils se disent que les gens ont des gros salaires là-bas. Pourtant, la réalité, c'est autre chose. Et j'ai cherché à comprendre, c'est quoi le problème du salariat? Pourquoi des gens travaillent, les gens qui sont au chômage envient ceux qui travaillent, pourtant ceux-mêmes qui travaillent, ils n'arrivent pas à s'épanouir. Et dans ça, quand nous avons fait les recherches, nous avons cherché à comprendre, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de choses que tous les salariés, la plupart des salariés ne comprennent pas. Et si vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons pris notre retraite dans le salariat, Parce qu'il faut rappeler que c'est fin 2025, vous avez dit que votre contrat en termes de salariés, là, ça s'arrêtait en décembre, vous allez quitter le travail des mines. Et donc vous avez arrêté? Oui, j'ai arrêté dans les mines. Je me rappelle que quand je partais, et les ressources humaines, tous mes collègues, les gens étaient étonnés que moi je suis toujours jeune, pourquoi tu démissionnes à l'heure? Parce que tout simplement, aujourd'hui, j'ai atteint un niveau où je cherche à être beaucoup plus utile. Je cherche à servir. Et quand vous regardez, non seulement les gens qui travaillent, ils ont des problèmes, ils n'arrivent pas à s'épanouir,
En plus de ça, le taux de chômage est élevé. Sans compter qu'aujourd'hui, sans mentir, il y a beaucoup de choses qui se passent, par exemple, dans notre pays, particulièrement un peu en Afrique. Il y a beaucoup de gens qui sont plus intelligents que les autres. Ils arnaquent assez les gens. Il y a trop d'arnaques. Pourtant, avec l'expérience que j'ai acquis, les plus de 10 ans d'expérience dans les affaires en ligne, nous avons tellement de l'expérience. Donc, nous avons décidé comment encadrer les gens. Parce que quand vous regardez notre structure là, c'est quoi? Baobab Man et Capital, c'est conseil, investissement et formation. Formation, conseil et investissement. Comment on peut former les gens pour que les gens arrivent à identifier les bons projets, bons business pour ne plus se faire arnaquer. Parce que je sais que si je dis des noms ici, ça va rappeler des choses aux gens. C'est des milliards qu'on arnaque notre population. Pourtant, nous avons des connaissances. On sait que tous ces trucs-là, c'est de l'arnaque. Mais comment faire? Il faut vraiment former les gens. Une fois qu'on les forme, il faut les apprendre comment ils peuvent investir de l'argent de façon intelligente, comment ils peuvent préparer la retraite. Parce qu'une chose aussi que nous avons compris durant le temps du salariat, c'est que la plupart de tous ceux qui touchent des salaires, quand tu les demandes, par exemple vous comme ça, si je vous demande, si vous êtes un salarié, est-ce que vous êtes satisfait de votre salaire? Est-ce qu'aujourd'hui vous vivez la vie de votre rêve? Est-ce que ce que vous faites là, c'est ce que vous aimeriez faire dans votre vie? Est-ce que si aujourd'hui vous avez la chance qu'on vous donne l'argent que vous souhaitez, est-ce que c'est la même vie que vous souhaitez faire? Vous allez voir que très souvent les gens vont dire non, c'est parce que je n'ai pas l'argent, si je gagne l'argent, j'aurais dû faire ça, aider mes parents, être utile à la communauté. Mais tout simplement parce que quand tu vas demander, il va dire que non, peut-être si on augmente mon salaire, si je gagne un gros salaire. Le véritable problème des salariés et du salariat d'une manière générale, les gens ne savent pas que le problème des salariés, c'est pas lié au salaire, c'est pas lié à la quantité d'argent que les gens gagnent, mais tout simplement le véritable problème, c'est le manque d'intelligence financière pour gérer l'argent qu'ils ont et multiplier les revenus qu'ils ont. C'est ça le gros problème des salariés. C'est ça. Donc, M. Zongo, pour vous multiplier en fait ce qu'on gagne, ça passe aussi par les investissements. Oui, c'est une formation en fait. C'est ce que j'appelle l'intelligence financière. Malheureusement, dans notre éducation, dans notre système éducatif, on nous apprend à travailler pour chercher de l'argent, mais malheureusement, il n'y a pas une structure, il n'y a pas quelque chose qui nous apprend à mieux gérer. On ne nous apprend pas à mieux gérer, quand on gagne de l'argent, à mieux gérer ça. Et comment faire travailler cet argent, comment multiplier cet argent. Comment faire travailler l'argent pour toi? C'est pour cela que malheureusement, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui ont fait plus de 20 ans de service, ils partent à la retraite parce que c'est une expérience vraiment, ça me touche beaucoup. Comment on peut comprendre que quelqu'un, par exemple, peut faire plus de 20 ans de service, il part à la retraite et moins de 5 ans, il meurt tout simplement parce qu'il n'a pas les moyens pour se prendre en charge, ou bien tout simplement quelqu'un qui travaille plus de 10 ans et il y a eu un problème dans son entreprise, on le licencie, et sa femme part le laisser parce qu'il n'a même plus de quoi pour subvenir aux besoins de la famille. Tous ces mots-là, et quand tu regardes aujourd'hui, la plupart des gens, par exemple, qui tuent les gens, qui font des choses qui ne sont pas permises à cause de l'argent, ce n'est pas souvent des chômeurs, ce sont des gens qui travaillent. Mais pourquoi c'est ça? Parce que tout simplement, ils travaillent, ils gagnent de l'argent, ils ne savent pas comment mieux gérer cet argent, ils ne savent pas comment investir intelligemment cet argent-là pour créer d'autres sources de revenus. Donc c'est ça qui peut amener à l'homme à aller faire des choses qui ne sont pas permises. Pourtant, il faut éduquer la population sur le rôle et l'importance de l'argent dans la vie de l'homme. L'argent, ce n'est pas une fin en soi. On a besoin de l'argent pour mieux vivre. Parce que notre communauté, là, la plupart des gens, il y a 3 catégories de gens face à l'argent. Il y a d'autres qui sous-estiment la valeur de l'argent, d'autres surestiment la valeur de l'argent à tel point que quelqu'un va te dire que lui, il est prêt pour tout faire seulement pour gagner de l'argent. Que même si quelqu'un va mourir là, il faut que lui gagne de l'argent. Non! Parce que tout simplement, on ne l'a pas éduqué sur l'argent, il ne connaît pas le rôle de l'argent dans la vie, donc il pense que l'argent c'est une fin en soi. Non, il faut qu'on forme la population, il faut qu'on éduque les gens pour que toute personne qui travaille, qui a une source de revenus, qui gagne de l'argent, qu'il gère ça intelligemment, qu'il trouve les voies et moyens
pour pouvoir faire travailler une partie des revenus qu'ils gagnent, pour pouvoir préparer une retraite paisible, pour pouvoir être plus utile à la communauté. Alors, M. Zongo, vous êtes revenu sur plusieurs fois le fait de pouvoir faire en sorte que l'argent qu'on gagne, on puisse travailler avec cet argent-là, pour pouvoir faire travailler notre argent, pour pouvoir assurer nos vieux jours ou sinon assurer notre vie tout simplement. Les gens souvent entendent parler de business en ligne, d'investissement en ligne, mais après, ils ont peur parce qu'ils se disent, comme vous l'avez dit, il peut y avoir de l'arnaque. Vous, aujourd'hui, votre entreprise s'est formée, mais c'est aussi diriger les gens vers les startups de nouvelles technologies et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous parler aussi de ces possibilités-là? Oui, heureusement, aujourd'hui, vous savez, par exemple, beaucoup de gens, quand ils ont la chance de venir nous rencontrer, je reçois vraiment beaucoup de gens dans notre bureau à Lazare, et chaque fois, le mot qui me revient très souvent, c'est que les gens regrettent pourquoi c'est aujourd'hui, nous on les donne ces genres d'informations. Je dis vraiment à tous ceux qui nous suivent, chaque chose à son temps, parce que moi je sais que il y a tous ceux qui nous suivent là, tous ceux qui suivent nos formations là, personne ne peut les gagner 5 francs pour arnaquer encore. Parce que les gens savent comment identifier l'arnaque. Ils ont des outils qui permettent de détecter les faux business, les scams en ligne. Parce qu'on les donne des outils, on les forme pour ça. Et l'autre aspect aussi que les gens ne savent pas, la plupart des gens ne savent pas, c'est le domaine par exemple de l'actionnariat. Aujourd'hui, ça fait plus de 100 ans de cela dans le monde, tout le monde connaît ça. Mais malheureusement, notre population n'a pas eu d'éducation, de formation. Aujourd'hui, avec l'Internet, moi, mon outil de travail principal, c'est l'Internet et mon portable. Mais aujourd'hui, là où je suis, avec l'entreprise que j'ai mis en place et tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait une entreprise minière ou quelle entreprise aujourd'hui qui peut m'embaucher et puis me payer pour que moi j'accepte pour aller travailler avec lui. Parce que si vous comprenez un peu les opportunités, moi aujourd'hui quand je regarde le nombre d'opportunités en ligne, dans le domaine de l'actionnariat, dans le domaine des startups, et malgré tout ça, parce que les gens n'ont pas l'information, quelqu'un qui est plus intelligent que va mettre quelque chose en place pour les arnaquer, ça me fait vraiment mal. Donc, parce que quand nous voyons, on interpelle, mais malheureusement, on n'a pas la chance de croiser beaucoup de gens pour leur donner l'information, pour dire que ça, c'est de l'arnaque. Parce que ça, quoi, ceux qui ont la chance de demander notre avis, de nous demander avant de faire. La plupart des gens se laissent arnaquer avant de venir demander conseil. Non. Quand vous n'avez pas de l'expérience, aujourd'hui, là, moi, je reprends plusieurs structures internationales au Burkina. La dernière fois, vous m'avez écrit et puis je vous disais que j'étais à Dubaï. Dans beaucoup de domaines aujourd'hui, parce que le rôle, même l'importance de la création de notre entreprise aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les nouvelles entreprises mondiales, dans beaucoup de domaines donnés qui vont gouverner le monde de demain, que ce soit un moyen pour créer de la richesse pour notre population. Pour que notre population ne soit pas toujours là, que les gens qui sont plus intelligents créent des systèmes, créent des entreprises pour utiliser notre population pour s'enrichir et en retour, les gens consomment et les gens s'appauvrissent. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les Burkinabés soient des consommateurs et des copropriétaires dans ces grandes entreprises qui vont dominer le monde de demain. Je vous donne un exemple simple. Quand vous prenez par exemple une entreprise comme Google, Facebook, Amazon, toutes ces grandes entreprises-là se font des milliards et des milliards. Mais qui fait rentrer l'argent? Nous tous, nous sommes des produits de ces entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, si tu étais actionnaire à Facebook et tu consommes les produits de Facebook, tu allais être content. Mais parce que quand on dit nouvelle technologie, là, ça s'impose. C'est une obligation. Quand on prend par exemple les smartphones et les gens ont aujourd'hui. Est-ce qu'à son temps, si on avait dit au Burkinabé, en tout cas avec Android, on va créer quelque chose, les gens vont pouvoir utiliser ça avec l'Internet. Comme on sait que c'est indispensable, les gens n'auront pas le choix d'utiliser que de consommer là. Faisons en sorte que notre population fasse, au lieu que nous soyons simplement des consommateurs, on fasse partie des copropriétaires. Je vous donne juste un exemple avant que vous continuez. Il y a quelqu'un par exemple qui m'a envoyé une capture d'écran, je ne vais pas dire le nom de la mine, d'une société, comme j'ai fait les mines, d'une société minière. Et il a fait ce que la mine a fait rentrer, par exemple, dans les caisses de l'État. Lui, il a pris ça, il regarde. Pourtant, pour lui, c'est de l'argent, il est content.
Quand moi j'ai pris ce que la mine a produit durant toute l'année, j'ai essayé de faire des calculs. Quand j'ai regardé et j'ai imaginé ce que les actionnaires de cette entreprise gagnent comme argent, par rapport à ce que lui il dit que ça fait rentrer dans les caisses de l'État, voilà pourquoi j'ai dit il faut qu'on éduque la population. Ah oui. Il faut qu'on Et éduque les gens. ça passe par la formation, M. Zango. Tout à Donc, fait. on va parler de votre prochaine formation. Vous êtes là pour en parler. Et c'est dimanche à côté? Oui, le dimanche, on organise une formation gratuite avec pause café offerte aux gens dans notre siège, le siège de Baobab Mind et Capital, qui est l'ancienne Nema Academy à partir de 13h. Et tous ceux qui connaissent Lazare, tous ceux qui connaissent un peu Fassoya, nouveau Fassoya qui est à Lazare là, c'est l'immeuble R+2 qui est juste côté est au niveau de, qui est collé à une petite mosquée là. Notre coin là, c'est facile à reconnaître. Ce que nous voulons aujourd'hui, ceux qui travaillent, qui ont des difficultés, ils ne savent pas mieux gérer l'argent, ils ne savent pas comment faire pour préparer une retraite paisible. J'ai pris une retraite anticipée, je n'ai pas encore 40 ans. Aujourd'hui, ma retraite est assurée et garantie. Ce que je cherche, c'est partager mon expérience avec tous ceux qui sont des salariés, que tu sois commerçant, entrepreneur, parce que nous, on crée un cadre pour que les gens puissent échanger entre eux, pour que les gens puissent travailler ensemble. Parce que notre vision même d'abord, premièrement, c'est quoi? C'est d'accompagner les gens et créer des gens à partir de rien. Par exemple, vous comme ça, vous êtes un salarié. Peut-être que depuis que vous travaillez, vous n'avez jamais imaginé atteindre la liberté financière, vous n'avez jamais imaginé devenir milliardaire. Nous, notre objectif est de vous prendre dans un point A, vous former, vous donner des opportunités pour que d'ici 2030, vous atteignez ce qu'on appelle la liberté financière, pour que vous soyez une source de bénédiction pour votre famille, votre village, pour le Burkina, pour que vous soyez beaucoup plus utile. Parce que notre objectif, c'est de créer des voies de moyens pour que les milliards que les startups vont créer dans le monde de demain, une partie de ces milliards-là reviennent dans notre pays, pour que nous utilisions ça pour développer nos pays, nous utilisions ça pour créer nos propres ONG, nous utilisions ça pour faire beaucoup de choses au profit de la population, au profit de notre Burkina Faso. Merci bien. On va rappeler les contacts de votre entreprise pour ceux qui ne retrouveraient pas le coin. Oui, si vous voulez, vous pouvez nous contacter beaucoup plus sur WhatsApp, sur le 70 89 52 38. 70 89 52 38. Ou bien vous pouvez nous contacter sur le 76 71 74 77. Vous pouvez nous appeler également aussi sur le 78 41 28 43. L'autre chose aussi que nous voulons vraiment ajouter, c'est que c'est vrai que la conférence, on le fait en français, mais lorsqu'on a des morophones, on résume la conférence pour les morophones. Parce que moi, je suis un Burkinabé, je suis un mot aussi. La langue n'est pas une Voilà, la langue que vous parlez français ou moré, vous pouvez venir. Si c'est à Bobo, parce qu'on organise des conférences, mais si c'est à Bobo, on résume en Djoula pour ceux qui ne comprennent pas le français. Donc, n'utilisez pas la langue française, on ne va pas utiliser la langue pour casser des opportunités à notre population. Parce que quand on parle de start-up, de nouvelles technologies, l'Internet, les smartphones, est-ce que c'est ceux qui ont fait l'école seulement? Tout le monde utilise ça. Donc rendez-vous ce dimanche, vous avez dit oui, ce dimanche, le 29 à partir de 13h, dans notre siège, il y a Nema Academy, c'est connu sous le nom de Nema Academy. Et ça y est, à la ZAD. Merci bien, M. Zango. On va devoir s'arrêter ici pour aujourd'hui. On va marquer une petite pause et puis voilà, on se dit à plus.